Ce soir, Arthur Kalmaz-Wezen, il est né le 10 mai 1983 d'une procréation médicalement assistée et d'un don de sperme anonyme. Il a tout fait pour retrouver son géniteur. Alors que les députés commencent à examiner le projet de loi de bioéthique, lui espère la levée de l'anonymat. Arthur Kalmaz-Wezen est votre invité ce soir, Nathalie Lévy. Bonsoir Arthur Kalmaz-Wezen. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct. Ça y est, les débats sont ouverts. C'est Agnès Buzyn qui les a ouverts très solennellement il y a peu de temps, là, à peine 1h30 de cela. Comment vous vous préparez à vivre ces 3 semaines de débat? Ça va courir jusqu'au 9 octobre. Très bien, mais avec une grande exigence sur pas mal de sujets. Par exemple, le grand absent de ce sujet, enfin de la révision de la bioéthique, c'est les tests ADN. Sur l'accès aux origines, pour le futur, c'est très bien, c'est-à-dire pour les enfants qui ne sont pas là. Sauf que nous, on est 100 000, on est déjà là et rien n'est dedans. Sur le fait de rappeler les donneurs, parce qu'on nous parle de pénurie de gamètes, peut-être qu'on pourrait passer un petit coup de fil, comme ça a été fait au Portugal, on rappelle les donneurs. Ceux qui ont été rappelés, vous avez 70% des donneurs qui ont maintenu leurs dons et 90% des donneuses qui ont maintenu leurs dons. Donc en les rappelant, on pourrait leur dire, est-ce que vous êtes d'accord avec la loi qui change? On va refaire un petit peu le film quand même de votre histoire. Vous êtes né le 10 mai 1983 d'une PMA et donc d'un don de sperme anonyme. Vous avez signé Le Fils aux éditions L'Iconoclaste il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Vous n'avez pas attendu la loi pour rechercher votre géniteur. Vous vous êtes dit, j'y vais parce que de toute façon, il faut donner un sens à ma vie. C'était une nécessité pour vous? Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai toujours su mon mode de conception, j'ai été placé dans l'attente. C'était une espèce d'attente un peu perverse, puisqu'on parlait de quelqu'un de généreux, un donneur, tourné vers les gens qui voulaient aider un couple à devenir parent. Et donc je m'attendais à ce qu'on me le présente un jour, et puis cette rencontre ne s'est jamais faite. Ouais. Donc j'ai attendu. Donc vous étiez dans la frustration, jusque-là c'était une vraie frustration, oui, un handicapant au quotidien? Oui, il faut réduire le temps entre le moment où on dit à un enfant son mode de conception et le moment où il peut répondre à ses éventuelles questions. Ça me semble être une nécessité et je le vois toujours pas dans le projet de loi. Donc une transparence avec votre famille, avec vos parents à ce moment-là. La rencontre, elle se passe bien, je sens déflorer, mais parce que vous avez écrit ce livre et vous avez déjà dit les choses, la rencontre elle se passe bien, mais la rencontre, elle aurait pu mal se passer. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que le gouvernement met en garde. Qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe pas bien n'est pas le sujet. Bien, j'entends par là la volonté, vous savez, pour les donneurs de livrer leur identité. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas une quête de bonheur. Moi, je cherche pas une autre famille. C'est une quête de liberté. Quand je rencontre mon donneur, qu'on s'entende bien ou qu'on s'entende pas bien, je vois grâce à qui j'ai ces yeux-là. En revanche, j'ai le regard de mon père. Sauf que la levée de l'anonymat, et c'est ce qui pose aujourd'hui question au gouvernement, c'est de dire ça risque de dissuader beaucoup d'hommes jusqu'à présent volontaires pour un don altruiste, pas forcément ravis à l'idée de voir un jour un jeune de 18 ans frapper à leur porte. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on impose depuis un demi-siècle aux donneurs de rester dans l'anonymat total et absolu, comme on impose à mes parents de rester dans de ne pas pouvoir nous donner l'identité du donneur, alors que beaucoup de parents sont d'accord avec ça. Vous comprenez cela, Arthur Kalmaz-Wezen? Moi, je comprends très bien que l'anonymat est maintenu, de toute façon, pendant au moins 18 ans, il me semble, et que une fois atteint l'âge de la majorité, l'enfant pourra, s'il le souhaite. Voilà, c'est-à-dire que même ceux qui ne veulent rien savoir sur leurs origines, bien cette fois, ils choisiront de ne pas connaître leur donneur. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, là, à l'issue de ces 3 semaines, jusqu'au 9 octobre? Il faut à la fois que la PMA soit possible pour les couples hétérosexuels et pour les femmes homosexuelles. Vous êtes aujourd'hui aussi dans ce combat plus largement? Oui. Pour nous, clairement, le premier combat, c'est de bien comprendre qu'il y a une différence entre les origines et la filiation. C'est-à-dire que d'écrire qu'il y a eu une reconnaissance anticipée de volonté sur un acte d'état civil, ça n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que, par exemple, chez les hétérosexuels, mais également chez les lesbiennes, ça revient à dire des choses du côté de l'intime qui n'a rien à faire, en tout cas n'a pas à être porté à la connaissance de l'officier d'état civil, mais bien plus sur un dossier médical partagé par exemple. Vous avez entendu Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, elle dit ceci ce soir: face à la procréation, les couples de femmes ne sont pas exactement dans la même situation que les couples hétérosexuels, il nous faut construire quelque chose de nouveau. On s'attend, quand on lit ceci, et quand on voit aussi les réactions selon les différents groupes à l'Assemblée, on se prépare, les groupes politiques, on se prépare à des débats très hauts en couleur. Là, c'est la ministre de la Justice En Marche. Je suis très embêté d'entendre ça dans la bouche de Madame Belloubet. Franchement, ça sonne vraiment faux. Et je me dis que c'est pas un bon signal. Surtout que, honnêtement,
C'est marche avant, marche arrière, c'est ce que vous dites? On fait un pas en avant, un pas en arrière? Non, mais aujourd'hui, j'invite tous les auditeurs à lire un article du Code civil. Je sais, c'est pas vendeur. Et l'article 311-20, ça marche très bien pour les hétéros. Il n'y a jamais eu de contestation de paternité. Et il n'y a pas besoin de toucher à la filiation. Et les parents, ils savent très bien qu'il faut dire à l'enfant son mode de conception, parce que j'en suis la preuve. Vous faites un test ADN et vous l'avez fait, ce test ADN, vous l'avez fait très vite. Je crois que vous avez su en moins de 24 heures d'ailleurs. J'ai retrouvé l'identité de mon donneur en 12 heures. Gérard. Voilà, Gérard. Maintenant, j'ai plus un donneur dans ma vie, j'ai un Gérard dans ma vie. C'était des sites américains, donc à ce moment-là, évidemment, l'interdiction, et c'est toujours le cas, courait en France. Oui, ce qui pose d'ailleurs la question de la souveraineté génomique. Est-ce que l'État français peut accepter que les génomes des concitoyens aillent vers l'étranger, alors qu'il y a quand même 400 000 nés sous X qui font des tests ADN au moment où je vous parle, hein. Mais n'est-ce pas ouvrir la boîte de Pandore si on autorise cela? C'est-à-dire un enfant issu du don cherche à prétendre à un héritage aussi de la part du donneur, l'auteur du don pourrait aussi réclamer une obligation alimentaire à l'enfant issu d'un don. On peut se retrouver dans des situations tout à fait extrêmes. Mais oui, mais la chance, c'est que grâce à l'éducation nationale, on a tous appris à lire. Et donc, il suffit de lire l'article 319 et 320 qui dit que le donneur ne sera pas inquiété, que son patrimoine ne sera pas du tout revendiqué, qu'on ne peut pas changer de filiation et qu'un père ne peut pas, alors qu'il est dans un processus de PMA, ne pas reconnaître son enfant et qui peut être forcé judiciairement à ce que sa filiation soit établie avec son enfant qui n'est pas le sien biologiquement. Bref. J'entends votre combat et vous êtes avec votre épouse d'ailleurs dans ce combat et votre association également. Mais comment ça se passe avec Gérard maintenant? Eh ben, ça se passe très bien. Je l'appelle quand je veux, tout va bien, mais chacun est à sa place. Mon donneur est dans sa famille, ma famille est à moi. Comment l'avez-vous intégré dans votre vie, Arthur? C'est simple. Je sais pas, comment est-ce que vous intégrez vos amis dans votre vie? Vous les appelez quand vous voulez. Vous le considérez comme un ami? Oui, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a voulu du bien. La preuve, je suis là grâce à lui aussi. Juste une dernière question. À l'étranger, quand il y a eu la levée de l'anonymat, il y a eu l'enregistrement d'un tassement de dons. C'est aussi aujourd'hui ce que craignent beaucoup de députés, entre autres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de donneurs? Un tassement de dons, absolument. Moins de dons. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il suffirait de passer un coup de fil aux donneurs qui ont déjà donné. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous avez 135 000 paillettes dans les banques de sperme françaises. Donc, il suffit de rappeler 10 000 donneurs en leur disant: est-ce que vous acceptez qu'on continue à utiliser vos gamètes? Oui ou non? Si c'est non, ça va à la recherche. Et si c'est oui, on continue à les utiliser. Quand vous voyez toutes les oppositions, vous êtes optimiste quand même pour ce projet de loi? Oui, pour l'instant, l'opposition essaie juste de mélanger le donneur et le père. Et puis, il y aura la manifestation du 6 octobre aussi. Il y aura la manifestation du 6 octobre aussi. Laquelle? La manifestation du 6 octobre, vous savez très bien. D'accord. Vous n'êtes pas inquiet donc? Pas du tout. Merci beaucoup Arthur Kermalvézen d'être venu ce soir nous expliquer à la fois votre